Bonjour chers parents du 21e siècle et merci de prendre part à cette édition du 5 mai 2021. On poursuit et on termine cette série qui s'intitule « Connecter un enfant à ses émotions » parce que c'est une des clés essentielles de l'éducation parentale, c'est la partie 3. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant à la partie 1? Comment intégrer les temps morts? Les temps morts sont des moments où est-ce que on isole l'enfant pour qu'il puisse connecter avec ses émotions, exprimer et connecter avec sa colère, sa tristesse, sa peur et éventuellement son regret. Mais on a vu à la partie 2 qu'il y avait 4 erreurs qui étaient fréquemment commises dans l'application des temps morts. Les voici en rafale. Trop de temps morts, pas assez de temps morts, s'attendre à ce que l'enfant soit calme dans les temps morts et se servir du temps mort comme une punition. Ce sont les 4 erreurs fréquemment commises. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les temps morts sont efficaces quand ils arrivent en fin de parcours, après avoir mis en œuvre les 4 phases de l'intervention édifiante. Donc, ça pourrait être une 5e phase. Je dis ça pourrait parce que ce n'est pas nécessaire à chaque fois d'utiliser les temps morts et ce n'est pas nécessaire à chaque fois d'utiliser les 4 types d'intervention ou les 4 moyens de l'éducation édifiante pour intervenir. Parfois, on s'arrête à l'étape 1, parfois, on s'arrête à l'étape 2. Donc, c'est quand l'étape 1 n'est pas suffisamment efficace, on passe à la 2, et si ce n'est pas efficace, on passe à la 3 et à la 4, ainsi de suite. Et en dernier recours, on utilise le temps mort. Et je ne dis pas en dernier recours parce que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est juste que quand on arrive là, c'est qu'il y a vraiment un trop-plein chez l'enfant et c'est un parcours qui est nécessaire, qui est essentiel. Mais on n'est pas toujours obligé ou toujours tenu d'aller jusque-là parce que dans le parcours, ça se peut que l'enfant s'ajuste. Donc, quand on arrive et on donne une consigne à un enfant, « OK, j'aimerais que tu ailles serrer ta bicyclette. Tu puisses entrer ta bicyclette dans le garage. » Il y a une résistance. Il y a, par exemple, un refus de coopérer. Quand ça arrive, eh bien, à ce moment-là, on formule notre requête de manière franche et directe, et là, on sent qu'il y a de l'opposition. Et quand on formule notre requête de manière franche et directe, on le fait sans reproche et sans menace. J'aimerais que tu ailles serrer ta bicyclette dans le garage immédiatement, s'il te plaît. Donc, c'est franc, c'est direct, c'est sans menace. C'est tout simplement une attente que vous avez et vous vous attendez que votre enfant collabore, coopère. Première étape, vous formulez votre requête d'une manière franche et directe, sans reproche, sans menace. Il résiste. Alors, vous vous arrêtez quelques instants. Peut-être que là, il a vécu quelque chose et il ne collabore pas parce que il est bloqué émotionnellement ou il retient quelque chose émotionnellement. Vous lui posez des questions, est-ce que ça va, tu as passé une belle journée, et vous l'écoutez parler. C'est un moment, c'est une fenêtre que vous avez pour connecter avec ses émotions. Et s'il n'y a pas de coopération, après ça, vous l'avez écouté, OK, je comprends, c'est plate, vous le serrez dans vos bras, tout ça. Et là, vous dites, c'est le temps d'aller serrer ta bicyclette. Non, ça ne me tente pas. Alors, vous lui proposez une alternative coopérative ou coopératrice. Une alternative coopératrice, ça veut dire, dépêche-toi parce que là, on va pouvoir souper immédiatement et dès qu'on a fini, on va aller jouer au parc. On va avoir plus de temps. Ne tarde pas. Alors, ça, c'est la 3e étape. Vous l'avez formulé votre requête, il résiste, vous l'avez écouté, vous l'avez fait parler. Troisièmement, vous proposez une alternative coopératrice, il résiste. Alors, vous affirmez votre autorité. Fermement, mais calmement, et même en baissant le ton. J'aimerais que tu ailles serrer immédiatement ta bicyclette dans le garage. Non, je ne veux pas. J'aimerais que tu ailles serrer immédiatement. Vous le répétez. Et là, si ça ne passe pas, vous utilisez les temps morts en disant, tu vas aller t'isoler dans ta chambre et tu vas attendre avant de sortir. C'est moi qui va te donner le signal. Alors, il ne sera pas content, il va maugréer, il va rouspéter, et c'est là qu'il doit apprendre à exprimer sa colère. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un enfant qui a vécu régulièrement des temps morts, est rarement un enfant capricieux ou intransigeant. Pourquoi? Parce qu'il a appris à connecter avec ses émotions et il a appris à retrouver son esprit de coopération à travers les temps morts. Un enfant gâté, c'est un enfant qui a échappé à l'autorité de ses parents. Et un temps mort, ça fait que l'enfant
évacue ses émotions et ça le reconnecte avec ses parents et il retrouve cet esprit de coopération. Pourquoi? Parce que il est conscient de ses émotions et il est conscient qu'il n'a pas fait plaisir à ses parents. N'oubliez pas, un enfant est doté avec cette petite antenne-là. Il y a un désir à l'intérieur de lui de plaire à ses parents. Mais souvent, puisque l'étourderie est attachée au cœur de l'enfant, il n'est pas nécessairement en mesure de le gérer avec maturité. Pourquoi? Parce qu'il y a un trop-plein émotionnel qui doit être évacué. Alors, un temps mort, ça lui permet d'évacuer pour faire le deuil avec ce qu'il a perdu, avec ce qu'il avait envie momentanément, pour faire le deuil avec le fait que ce n'est pas lui qui décide, c'est papa et maman qui ont le dernier mot. Et c'est pour ça que s'il se calme pendant une période de temps mort, ça, c'est un mauvais indicateur. Si, par exemple, dans un temps mort, il rentre calmement, tu sais, il est énervé, vous dites, OK, là, c'est le temps pour toi de vivre un temps mort, et là, il devient tout à coup calme. Et là, il s'en va dans sa chambre, ou il s'en va dans une pièce où est-ce qu'il n'y a pas de jouet, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. C'est important de l'envoyer de l'isoler dans une pièce où est-ce qu'il n'y a pas accès à du divertissement ou à du dérangement, mais c'est vraiment pour connecter avec ses émotions. S'il se met à se calmer en disant « Ah, ça va me faire du bien, je m'en vais vivre un temps isolé de mes parents », c'est là que c'est un signal qu'il y a une déconnexion relationnelle et évidemment, vous avez besoin en tant que parent à ce stade-ci de la relation, d'accompagnement ou d'un regard externe parce que normalement, un enfant résiste au temps mort et c'est normal parce qu'il est en colère, il est frustré, il n'est pas content. Donc, quand il sait qu'il doit vivre un temps mort et qu'il devient calme, c'est mauvais signe. Ça veut dire que pour lui, c'est préférable de s'isoler de ses parents que de vivre en contact avec ses parents. Règle générale, évidemment, c'est pour ça que je vous dis que c'est important d'avoir un regard extérieur pour bien analyser la situation, pour bien diagnostiquer ce qui se passe. Maintenant, parce qu'un temps mort, ça sert à faire le deuil, et c'est au travers l'expression de sa colère, sa tristesse et sa peur, et éventuellement son regret, qui va faire le deuil et retrouver cet esprit de coopération, de collaboration. Ça peut arriver, par exemple, que au lieu d'envoyer faire un temps mort, vous cédez à une de ces demandes qui va un peu à l'encontre de ce que vous avez demandé au départ. Maintenant, ça peut arriver. En tant que parent, on n'a pas toujours l'énergie, ça ne peut pas toujours être parfait. Maintenant, si vous cédez continuellement, ou dans la majorité des cas, là, vous minez votre autorité. Là, le point de repère qui est bien important, c'est que vous n'avez pas cédé à sa demande pour éviter la confrontation. Si c'est parce que c'est raisonnable ce qu'il demande, si c'est parce que vous dites « OK, j'ai été très exigeant ces derniers jours, je vais laisser passer celle-là », parfait. Mais si c'est pour éviter la confrontation, là, il y a un danger parce que vous allez devenir une proie à la manipulation. Donc, n'oubliez pas qu'un temps mort, c'est pour qu'il puisse connecter avec sa colère, sa tristesse, sa peur et son regret. Ça lui permet de connecter avec ses émotions. Et les enfants qui apprennent à connecter avec leurs émotions vont développer un épanouissement. Parce que, pourquoi il est isolé pour les connecter? Pourquoi il ne les vit pas directement devant son parent? Mais pour une raison bien simple, c'est qu'il y a certaines réactions qui n'ont pas lieu en public ou devant les gens. Il y a certaines réactions qui appartiennent à notre, comment dirais-je, qui fait partie de notre intimité. Les gens autour de nous n'ont pas à subir tous nos états d'âme. Ça, c'est bien important. Et ça rentre dans le cadre d'une éducation édifiante qui permet à un enfant à connecter à ses émotions, qui lui permet de pouvoir réclamer davantage, par exemple, d'être différent, de commettre des erreurs, d'exprimer des sentiments négatifs et de pouvoir contester une demande du parent. Maintenant,
quand il peut contester, premièrement, de le contester avec respect et avec ce souci qu'au bout de la ligne, je remets en question ce que mes parents demandent en tant qu'enfant, mais il y a une ligne qui se trace. Il y a un arrêt. Il y a une fin au parcours. C'est papa et maman, en bout de ligne, c'est eux qui décident. Et on a le droit, et l'enfant a le droit d'être différent. On va revenir sur ces 5 points-là dans les prochaines semaines. Pourquoi? Parce que ce sont la base d'une éducation qui vont permettre à votre enfant de s'épanouir. Maintenant, nous, en tant que parents, est-ce que je vais permettre à ce que mon enfant soit différent? Parce que quand je permets qu'il est différent, par exemple, je permets qu'il se distingue par sa créativité, je permets qu'il se distingue de différentes façons parce que c'est connecté, c'est branché avec ce qu'il est, eh bien, ça l'entretient le besoin d'amour et d'attention de l'enfant. L'enfant sent que ses parents sont attentifs à ses besoins et c'est en reconnaissant et appréciant ce qui le rend unique qu'on l'incite à coopérer. Si lui est conscient que nous, on considère son unicité, ça va l'inciter à coopérer. Maintenant, on lui donne le droit de commettre des erreurs. De commettre des erreurs, ça veut dire le droit de commettre des erreurs sans préméditation. C'est sûr que si, par exemple, il est avec une roche dans les mains, puis vous lui dites « Fais attention, lance-la pas en direction de la maison, tu peux briser la fenêtre », puis il la lance dans la fenêtre, ça, c'est pas commettre une erreur. Ça, c'est commettre une mauvaise action. C'est différent. Donc, il a le droit de commettre des erreurs. Ce n'est pas la fin du monde, une erreur. Ce qu'on veut, c'est qu'il apprenne de ses erreurs, qu'il tire leçon de ses erreurs, puis qu'il goûte aussi, par exemple, que ça le responsabilise. Donc, s'il a le droit de commettre des erreurs, ça l'amène à s'accepter tel qu'il est. Il se sent encouragé à faire plaisir à ses parents. Pourquoi? Parce qu'il sait que ses parents sont justes. Il sait que ses parents, les attentes de ses parents sont proportionnelles à ses capacités. Qui n'a jamais fait d'erreur? Et c'est important quand on commet une erreur, on aime tellement ça d'être repris en douceur. Donc, ce n'est pas de dire « c'est pas grave », mais c'est dire « garde, on va regarder ce qu'on peut faire ». C'est d'avoir l'attitude plus calme, pas l'attitude que c'est la fin du monde parce qu'il a commis une erreur. Alors, sinon, il va baisser les bras. Et ce qu'il va faire, ou dans d'autres cas, il va baisser les bras, donc il va arrêter de se donner, il va arrêter de coopérer parce qu'il se dit, de toute façon, si je fais le bien, c'est pas reconnu. Puis quand je fais le mal, ben on me tape sur la tête, on n'arrête pas de me critiquer. Donc il va baisser les bras, il va être de moins en moins coopératif, ou il va aller sur l'autre côté. Hein. C'est un peu comme le fils aîné puis le fils prodigue dans la parabole du père prodigue. Bien, il va sacrifier sur l'autel du paraître. En d'autres mots, il va faire les choses pour bien paraître. Ça ne sera pas des actions authentiques, des actions qui viennent du cœur. C'est important qu'il puisse exprimer des sentiments négatifs. Maintenant, vous allez dire, oui, mais c'est négatif. Mais s'il l'exprime dans votre présence, ça veut dire qu'il vous fait confiance et vous êtes en train de bâtir un climat relationnel. Donc, ça lui permet de s'ouvrir à ses émotions profondes en toute confiance. Vous devenez son confident. Vous êtes en train de bâtir une relation où est-ce que vous allez devenir son confident. Et c'est indispensable pour que l'enfant éprouve pleinement son besoin d'être guidé et soutenu, ce qui va renforcer son envie de coopérer puis de satisfaire les intérêts de ses parents, vos intérêts. Alors, il a besoin de sentir qu'il a le droit d'exprimer sa négativité. Et s'il exprime sa négativité, ça ne veut pas dire qu'il manque de respect. Ça veut tout simplement dire qu'il se sent en confiance dans ce lieu puis dans votre présence. Il peut être authentique, il peut être véritable. Maintenant, s'il exprime ses sentiments négatifs en manquant de respect, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça peut être abordé en disant « Tu as le droit d'exprimer tes sentiments négatifs, mais pas de manquer de respect. » Ça ne passe pas. D'accord? Et il a le droit de réclamer davantage parce que ça affermit son caractère, sa détermination et ça lui permet de mesurer l'étendue de ses désirs. Maintenant, il a le droit de demander davantage, mais ça ne veut pas dire qu'on va lui donner immédiatement. Ça peut être plus tard.
Et à ce moment-là, ça, c'est important. J'ai le droit de demander, mais un parent sage va lui permettre d'attendre, va lui permettre de passer à une autre étape avant de recevoir et de lui lancer le signal qu'il a compris son besoin, il a compris sa demande. Et là, c'est sûr que qu'est-ce que ça fait? Bien, ça lui permet d'attendre ce qui est meilleur et d'espérer à ce qui est meilleur. Et il va être sensible aux récompenses que les parents vont lui donner au temps opportun. Donc, ça lui amène à développer une appréciation. Évidemment, s'il demande toujours davantage et il l'obtient tout le temps immédiatement, ça, vous allez créer quelqu'un qui va devenir continuellement insatisfait puisque c'est jamais assez. Mais s'il demande, vous êtes réceptif à sa demande, mais vous lui enseignez qu'il y a un temps entre la demande, la commande et la réception. Hein? Quand vous commandez quelque chose en ligne, vous entrez dedans, pif, la demande est lancée, elle est reçue. Vous avez un accusé de réception. Mais il y a un délai. Il y a un délai. Il y a certaines commandes qui peuvent être livrées en moins de 24 heures, certaines en 24 heures, 48 heures, d'autres, ça peut prendre quelques jours. Donc, c'est une réalité de la vie. Donc, il y a une demande, elle est acquiescée, elle est reçue, mais ça ne veut pas dire qu'on doit lui donner suite immédiatement. Et donc, il a le droit de dire non parce que dans la mesure qu'il est conscient que papa et maman ont le dernier mot, il peut dire « ben, je ne suis pas d'accord ». Maintenant, ça nous permet de découvrir ses sentiments et ses envies et lui aussi en prend conscience. Et ça renforce sa volonté et ça stimule son envie de coopérer et de plaire à ses parents parce qu'il sait qu'il y a de l'espace. Il sait qu'il n'est pas rejeté ou mis à l'écart parce qu'il n'est pas nécessairement d'accord. Vaut mieux recevoir un désaccord avec calme, d'écouter, examiner toute chose, retenir ce qui est bon et après ça, faire l'analyse et dire pour telle raison. Et ça peut être tout simplement, et s'il pousse en disant « ouais, mais moi, je ne suis pas d'accord, tout ça, parfait, on t'a entendu, c'est parfait, mais nous, on n'est pas à l'aise avec ça. On est tes parents. » C'est important qu'il puisse avoir l'espace pour refuser, mais en bout de ligne, il doit apprendre à faire confiance en ses parents. Maintenant, la semaine prochaine, de quoi sera-t-il question? On va revenir sur un des éléments. Maintenant, est-ce que j'accepte que mon enfant soit différent? Je peux accepter le concept parce que, c'est beau autour d'un salon, c'est important de ce qu'on permette à notre enfant d'être différent, mais jusqu'où on le permet? Et est-ce que moi, j'ai cette disposition, j'ai cette posture qui me permet de lui laisser être qui il est? Et c'est ça qu'on va voir la semaine prochaine ensemble à l'émission Parents du 21e siècle. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Bonjour et au revoir.